Mercredi 4 décembre 2019, bonsoir, bienvenue à tous au rendez-vous du 20h. De beaux jours pour la production agricole au Bénin. L'ananas pain de sucre pourrait bientôt être marqué du label mondial indication géographique. Nombre d'actions sont déjà engagées à cet effet. La journée internationale du volontariat, c'est le 5 décembre de chaque année. Le volontariat français célèbre cette année ses 10 ans. Des séances d'échange sont organisées à cette occasion sur notamment le principe de réciprocité. Et pendant ce temps, c'est la taxation du carbone qui meuble les réflexions et échanges à la 25e conférence sur le changement climatique. Les assises de la COP 2019 ont démarré ce lundi à Madrid. Voilà pour le sommaire et on démarre par le Sénégal où la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a bouclé ses travaux. Entre autres réflexions, les chefs d'État et de gouvernement de l'espace ouest-africain se sont invités à une synergie d'action dans les luttes engagées pour le maintien de la paix et la sécurité. Nous vous proposons de suivre le communiqué final présenté par le président de la commission de l'UEMOA. Examinant la situation sécuritaire de l'espace, la conférence exprime sa grande préoccupation face à la récurrence des attaques terroristes au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Elle adresse ses vives condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Soulignant l'importance de promouvoir une approche concertée et globale pour relever ce défi, la conférence salue la détermination de l'Union à faire face à l'insécurité grandissante. À cet égard, elle a pris connaissance du rapport du président du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité. Elle instruit les États et institutions de l'Union à mettre en œuvre de façon diligente les directives issues de la 4e réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité du 15 novembre 2019. La conférence se félicite des avancées significatives réalisées dans la mise en œuvre de la politique de l'UEMOA en matière de paix et de sécurité. Afin de contribuer de façon urgente au financement de la lutte contre le terrorisme dans l'espace communautaire, la conférence a décidé une contribution immédiate de 5 millions de dollars US aux 3 membres de la ligne de front du G5 Sahel. Cette contribution s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par l'UEMOA pour participer à hauteur de 500 millions de dollars US au financement du plan d'action de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO sur la période 2020-2024. Pour la mobilisation de ressources financières conséquentes sur le moyen terme destinées à poursuivre la mise en œuvre du plan d'action suscité, la conférence a adopté un acte additionnel instituant un fonds régional de sécurité. Analysant la situation politique et sociale au sein de l'Union, la conférence se félicite de la bonne tenue du premier tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau, à l'instar des échéances électorales qui se sont déroulées précédemment dans certains États membres. La conférence forme le vœu que le second tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau et les échéances électorales à venir dans d'autres pays de l'Union se tiennent dans un climat apaisé. Elle exhorte l'ensemble des acteurs politiques à privilégier le dialogue inclusif qui reste le moyen le plus sûr de dégager un consensus national et de mobiliser toutes les forces vives. La conférence exprime sa satisfaction au président et aux membres du Conseil des ministres de l'Union, au président de la commission de l'UEMOA, au gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au président de la Banque ouest-africaine de développement,
au président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, ainsi qu'au personnel de tous les organes et institutions de l'UOA pour les résultats obtenus dans la mise en œuvre des programmes et projets communautaires. Au Bénin et plus précisément à Porto Novo, le balai de présentation des budgets se poursuit. Plus de 13 milliards pour le ministère de la Communication et de la Poste en 2020. C'est le budget défendu par le ministre Alain Orunla. Un budget qualifié de modeste et en baisse de plus de 10 milliards comparé à celui de 2019. Alain Orunla est passé hier mardi devant la commission budgétaire du Parlement. C'est un budget important, mais il n'est pas forcément à la hauteur des ambitions que nous nourrissons pour ce ministère. Il n'est pas forcément à la hauteur des impératifs que nous assignons à ce ministère, à savoir la modernisation de l'ORTB qui est sous tutelle, la poursuite de la transition et du passage de l'analogique au numérique, que ce soit pour la télévision ou pour la radio, et la restructuration de la Poste qui a été laissée un peu à l'abandon et que nous devons remettre au goût du jour. Je ne vais pas faire silence sur les autres organes ou organismes sous tutelle comme le FAPA par exemple, qui est le fonds d'appui à la production audiovisuelle. Nous avons besoin d'aider le ministère de la Culture, par exemple, pour booster l'œuvre de nos artistes locaux qui vont occuper donc ces différents sites et ces différentes télés que nous sommes en train d'élaborer pour demain. Donc, c'est un budget que je ne qualifierai pas de budget négligeable, mais il n'est pas considérable. Ce serait très bien que ce budget soit vu ou revu à la hausse afin de nous permettre d'aller vers l'exercice 2020 avec plus d'ambition, avec plus de sérénité. Je crois que les députés ont eu une oreille attentive parce que le ministère de la Communication et de la Poste, que le président de la République a su remettre au cœur de l'action gouvernementale, est un instrument, une institution qui intéresse les honorables et qui sont montrés particulièrement sensibles aux arguments que nous avons développés. Évidemment, il y a eu beaucoup de recommandations. Tous les députés présents ont fait part de préoccupations, mais nous ont accompagnés de leurs conseils, de leurs recommandations, des insuffisances qu'ils ont pu relever ci et là. Ils ont constaté la modestie du budget face, comme ce que je vous disais, aux impératifs de ce ministère qui est un ministère central. Et le clin d'œil politique de cette édition nous amène à Parakou avec les leaders du bloc républicain qui continuent d'affûter leurs armes pour les prochaines joutes électorales. Ils étaient face aux conseillers locaux de Parakou. Leur mission, dynamiser la coordination des initiatives et projets de développement. La rencontre a eu lieu au siège du 2e arrondissement de Parakou. Reportage. Ils sont plus de 500 élus locaux à répondre favorablement à l'appel des leaders du bloc républicain. Députés, ministres et autres cadres du parti au cheval blanc entendent d'une part mieux organiser la troupe pour l'atteinte des objectifs politiques et d'autre part bien huiler la machine de développement. Cette rencontre, c'est dans le cadre de nos préparatifs pour les élections à venir. Préparer également nos grandes rencontres que nous avons dans les 4 villes de la 8e circonscription. Pour aller dire merci à nos militants, c'est pour donc occuper le terrain et en permanence que nous avons demandé à ce que les élus locaux que vous êtes de la ville de Parakou, que nous puissions nous retrouver ici ce matin et qu'on puisse avoir des interlocuteurs avec qui nous allons pouvoir discuter tout le temps, sur toutes les questions liées au développement. La réunion d'aujourd'hui, c'est aussi une réunion pour mettre en ordre de bataille les élus locaux, vitrines de nos quartiers. Il est question pour nous de vous mettre en ordre de bataille. Qui veut aller loin, menace à conduire. Au regard des nouveaux textes électoraux, le bloc républicain insiste aussi sur le genre au sein des instances de décision à venir. Si c'est un bureau impair, alors là, que ça soit les femmes qui dominent dedans. Si c'est 21, qu'on ait 11 femmes et 10 hommes. Et pour nous, le bloc républicain est un parti de jeunes et de femmes. Et on attend traduire cette volonté politique par les actes concrets.
Nous sommes en train de préparer la relève. Cet appel des leaders du bloc républicain vient dissiper les inquiétudes et rassurer davantage ses militants. Et on était déjà fatigués, on était mécontents parce qu'après les élections législatives, on a cherché en vain nos différentes autorités, mais aujourd'hui je pense que c'est chose faite. On les attendait, ça a duré, ce n'est pas pour aujourd'hui. Au niveau des conseillers locaux, il y avait trop de frustration. Mais aujourd'hui, leur arrivée, ça a arrangé beaucoup de choses. Le bureau du collectif des élus conseillers locaux, une fois installé, est appelé à travailler en étroite collaboration avec les grandes instances du parti Bloc républicain. Parlons de production agricole, à commencer par cette visite du ministre de l'Agriculture le week-end dernier d'une zone d'exploitation agricole à Zobodomé. Il s'agit d'une zone étendue sur plusieurs hectares accordés par le gouvernement à des maraîchers indiens et qui est exploitée pour la culture du soja, du maïs et surtout de tomates. De quoi révolutionner donc le niveau de production de la tomate au Bénin. Plus de détails avec Ronald Robinson. Des champs de tomates étendus à perte de vue à Koussoukba dans la commune de Zobodomé. Il s'agit ici de l'œuvre de maraîchers indiens. Ils sont installés ici sur 170 hectares. Après les aménagements divers, voies et canalisations, ils disposent de 135 hectares de surface utile. Et ici, toute la culture est sous bâche. Avec des technologies modernes dotées d'un système d'arrosage automatique goutte à goutte, ces aménagements agricoles peuvent accueillir plus de 120 hectares de l'or rouge avec à la clé des variétés améliorées et bien adaptées au climat. Nous, on utilise plusieurs variétés. Ça dépend de la saison. Si pour la pluie, il y a une variété. S'il y a le soleil, il y a une variété. Ça dépend du climat. Nous, on a satisfait. C'est là que nous, on a déjà grandi. On a commencé avec 100. Premièrement, on est en train de faire le travail. Nous, on est en train de programmer plus. La première variété Padma a ses fruits qui sont exposés carrément. Et déjà de loin, vous pouvez compter combien. Cette variété a ses fruits à l'intérieur, protégés par les feuilles, contre le soleil. Donc ça a le temps de mûrir à l'intérieur et d'être résistant. Les fruits sont une fois et demi plus gros que ce que nous avons au niveau de Padma. Et vous comprenez que ça monte progressivement jusqu'à cette hauteur, ce qui lui permet d'avoir une floraison étagée, étalonnée dans le temps, et donc une production vraiment qui s'étale sur 60-65 jours. Au nord de Ouida, cette entreprise indienne, Toka Farm, a aménagé 50 hectares de tomates, idem à Parakou. Dans une rotation normale des cultures, elle produit également du maïs, du soja et a à son service plus d'1 millier d'ouvriers, dont environ 300 permanents. Pour le ministre de l'Agriculture, l'accord d'exploitation à ces maraîchers indiens vise à influencer positivement sur le niveau de vie des populations riveraines. Ce que je veux, c'est que cette entreprise influence la production de tomates dans la région et que nous ayons de petits planteurs qui peuvent utiliser les mêmes variétés, qui viennent ici prendre les intrants et qui produisent en quantité. Et le site devient un site d'agrégation pour porter la production vers le marché. Si encore en plus chacun pouvait aller faire un 16e d'hectare, même 3 cantines, 5 cantines, mais bien aménagées avec les techniques qu'il faut, je pense qu'on va sortir de la précarité. La révolution verte tant prônée au Bénin passe par une telle maîtrise du développement des cultures maraîchères dont fait partie la tomate. L'ananas pain de sucre, je vous l'annonçais, un titre produit au Bénin pourrait bénéficier bientôt et très bientôt donc du label mondial dénommé Indication géographique. Et pour atteindre cet objectif, plusieurs actions sont en cours, notamment la construction de l'unité de multiplication des rejets de base d'ananas pain de sucre de Niaouli, un joyau remis aux mains de producteurs et autres acteurs de la filière ce mardi en présence du représentant de la FAO et du ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui. Le reportage est signé Angela Kbedja.
Le site qui accueille l'unité de multiplication des rejets de base d'ananas, pain de sucre, fait 1,5 hectares et est situé au cœur d'un couvert végétal bien dense à Niaouli, dans la commune d'Alada. Financé par la FAO, le coût global de cette unité est d'environ 45 millions de francs CFA. La multiplication des rejets de base d'ananas, pain de sucre, devrait permettre au Bénin de mettre son pain de sucre aux normes internationales. Cette unité de multiplication s'étale sur une superficie de 1,5 hectares et est dotée d'un système intégré d'irrigation et panneaux solaires qui lui confère un fonctionnement autonome durant toute l'année. Elle permettra la production de 900 000 rejets de base d'ananas pain de sucre sur un cycle de 3 mois. Les rejets de base serviront à enclaver 20 hectares pour une production de semences de qualité. L'objectif du gouvernement, c'est de faire bénéficier à l'ananas pain de sucre produit au Bénin l'indication géographique. Pour y parvenir, cette unité de Niaouli devrait être démultipliée sur le territoire national. Rien que par cette technologie, en utilisant les mêmes approches de production, vous aurez au moins 80% de fruits aux normes et 20% peut-être de fruits hors normes. C'est déjà une avancée. Vous gagnez 4 fois de plus. Si en plus, on accompagne ces rejets homogénéisés de l'agrotechnique qu'il faut, un plan de fumure convenable, un entretien végétatif convenable, c'est à peine que vous aurez 5% de fruits à rejeter. Qui refuse de gagner le million? Qui parmi vous refuse de gagner le million? Personne. Donc, il faut simplement qu'on se prenne au sérieux et qu'on fasse confiance à la science et à la technique pour aller au succès. C'est votre succès. C'est notre succès. Je vais bien qu'en produisant 400 000 tonnes, 500 000 tonnes d'ananas, ça soit vraiment de l'ananas aux normes, capable de répondre aux exigences des divers marchés sur lesquels nous nous positionnons. À terme, l'ananas pain de sucre devrait être décliné en fruits verts, fruits séchés ou encore en jus. Une conquête du marché mondial se profile ainsi à l'horizon pour l'ananas pain de sucre béninois. Et la première édition de la foire de l'agriculture et de la foire à Tofo, la cérémonie de clôture a permis de faire le bilan de cette édition expérimentale à l'église Saint-Benoît de Tofo. Bruno Swali et Edmond Humbo pour le point. C'était un coup d'essai et au bout d'une semaine d'exposition de produits agricoles, la foire de l'agriculture et de la foire de Tofo se referme. Pour une édition expérimentale, le jeu en valait la chandelle pour les organisateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour sa tenue. Ce n'était pas facile du tout. D'abord parce que nous étions inexpérimentés. Nous avons titubé. Nous avons perdu le souffle. Nous sommes tombés quelquefois, nous avons repris courage. Aujourd'hui, on dit que nous sommes arrivés, nous avons atteint l'objectif qui nous avait été demandé, qui nous avait été assigné. L'archidiocèse de Cotonou a tenu son pari. La foire de l'agriculture et de la foi prend fin sur une note de satisfaction et de reconnaissance à Dieu. Cette première édition de la foire de l'agriculture et de la foire de Tofo aura été la réponse à l'appel divin à l'homme. Ora et labora. Prie et travail. Comment alors ne pas rendre grâce au Seigneur pour le pari tenu et le projet de cette foire exécuté. Que son nom soit béni. Plusieurs marchands forains ont animé cette foire, une expérience assez particulière pour ceux-ci. Je vais dire que c'est la première fois que ma ferme participe à une foire du genre.
et ça s'est bien passé. On ne peut pas dire qu'on n'a pas vendu. Et encore, ça s'est passé à Tofo. C'est vraiment une grande joie et on est très contents. Nous, on a vendu. Nos produits là ne coûtent pas cher, c'est des petits produits de 200, 300, donc ça a bien coulé. L'initiative d'une foire agricole à Tofo est assez singulière, mais propice pour une commune à forte activité agricole. Une expérience capitalisée pour mieux réussir l'édition 2020 de la même foire. Actualité, société et culture. Demain, jeudi 5 décembre 2019, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célébrera la journée internationale du volontariat. Le thème retenu pour commémorer cette journée est « Les Béninois construisent des communautés résilientes ». En prélude à cette célébration, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a porté un message en direction des populations béninoises. Il est au micro de Axel Dancy et Benol Djogbe. L'édition 2019 de la Journée internationale des volontaires vise à célébrer les efforts des bénévoles dans le but de renforcer l'implication locale et la résilience de la communauté face aux catastrophes naturelles, aux tensions économiques et aux chocs politiques. Les volontaires, faut-il le rappeler, sont à l'avant-garde du changement social dans le monde. Ils apportent une réponse collective aussi bien pour sauver des vies que pour permettre aux populations de vivre dignement. Dans des situations de catastrophes naturelles ou de tensions économiques ou encore de chocs politiques, les bénévoles et les volontaires sont très souvent les premiers à répondre et à venir en aide aux victimes. Le volontariat et le bénévolat constituent ainsi un moyen efficace pour engager les hommes et surtout les jeunes à s'attaquer aux défis de développement et pour soutenir les efforts d'assistance humanitaire. Ils contribuent à la transformation du rythme et de la nature du développement. Ils profitent à la fois à l'ensemble de la société et à la personne qui se porte volontaire en renforçant la confiance, la solidarité et la réciprocité parmi les citoyens. Et cette célébration de la Journée internationale du volontariat coïncide avec les 10 ans de France volontaire au Bénin. Pour marquer les festivités, des réflexions ont été menées sur, entre autres thématiques, le principe de réciprocité. Le compte rendu est signé toujours Axel Dancy. Le Bénin, notre pays, est prêt à en accueillir encore davantage. Accueillir davantage de volontaires étrangers, c'est l'ambition du gouvernement béninois à l'occasion des 10 ans de la journée du volontariat français. Ici, à l'Institut français de Cotonou, où sont célébrés les volontaires français et béninois, les réflexions sont axées sur le principe de réciprocité dans le volontariat. Le thème retenu cette année est « 10 ans de France volontaire, l'engagement en commun ». Aujourd'hui, le volontariat à travers des programmes d'échange et de réciprocité, constitue un facteur important de mobilité internationale des jeunes ayant des compétences. Il permet à ces jeunes qui s'y engagent de mettre au service d'une cause d'intérêt général au plan local ou international. Il favorise un déclic dans la mentalité des jeunes, développe un esprit d'ouverture et de responsabilité. Il rapproche les peuples et les communautés, ce qui fait du jeune un citoyen modèle, un citoyen du monde. Nous vivons dans un monde en mutation et qui partage les mêmes défis. Notre monde vit de profondes transformations politiques, économiques, sociales et écologiques qui accentuent les formes d'inégalités diverses. Inégalités desquelles 3 défis nous interpellent aujourd'hui. Le défi de l'environnement et du climat, le défi des mobilités amplifiées par les conflits, la pauvreté et les catastrophes liées au changement climatique, le défi de l'inclusion sociale et professionnelle dans un monde composé aujourd'hui de près de 2 milliards d'individus âgés de 10
à 24 ans et confrontés à une précarisation des populations actives et une relégation des aînés. Cette commémoration du volontariat français donne l'occasion à l'ambassadrice de la France près le Bénin de s'adresser aux volontaires français. Chers volontaires, cette rencontre dont la vocation est d'échanger sur vos missions est aussi pour vous une opportunité de comprendre le cadre du volontariat dans lequel vous intervenez, dans le cadre de l'action de la France au Bénin et des liens entre l'ambassade de France et France Volontaire. En 2019, vous avez été près de 80 volontaires engagés sur une mission longue, en service civique ou en volontariat de solidarité internationale, et plus de 950 volontaires sont intervenus bénévolement sur des actions de courte durée. France Volontaire compte 23 espaces de volontariat aux 4 coins du monde et réunit les acteurs du volontariat institutionnel et associatif. Ils interviennent entre autres dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de l'environnement. La deuxième édition du bicentenaire du Sacre du roi Guézo se déroule du 1er au 9 décembre 2019 sur la terre d'histoire et de grande culture à Abomey. La commémoration de cette figure marquante de l'histoire du Dahomey a lieu au Palais Royal de Ronly, autour du thème « Quand les cœurs sont unis, la culture peut fleurir ». Elle vise à faire prendre conscience de la valeur culturelle et patrimoniale de ce palais. Retour sur la cérémonie d'ouverture des manifestations le week-end dernier à Abomey avec Ronald Robinson et Théodore Gandjeko. Des rythmes d'Amazone, de riches tableaux culturels aussi impressionnants les uns que les autres, déroulés dans la cour du Palais Royal de Ronly. C'est la deuxième édition de la célébration des 200 ans de l'intronisation du 9e souverain de la dynastie Rougbadja, le prince Gakpé de son nom fort, Guézo, 1818-2018. Une commémoration qui a le soutien total du premier responsable du pays. On compte parmi ces réformes l'autosuffisance alimentaire via le développement de l'agriculture, la création d'une armée permanente et d'un corps d'élite de femmes amazones, les Agodjié, dont la bravoure ont inspiré l'identité visuelle de la destination Bénin dont rêve le gouvernement, et la révision de la constitution des 41 lois de Rougbadja. Avant même l'arrivée des colons, le Dahomey était déjà un État, une nation, avec sa constitution, avec tout. Cela ressemble à qui aujourd'hui? Nous assistons à quoi aujourd'hui? Je pense, s'il faut rechercher que ce n'est pas Dada Guézo qui est le directeur du président parti Talon, c'est la question que je me pose. Nous allons comprendre la réforme de la Constitution, réguler notre société, la réforme de l'armée et de la police, les filières vivrières, les cultures de rente, et oser dire, des fois, affirmer l'autorité de son pays, de sa nation. Cela se retrouve par le président Talon aujourd'hui. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts salue pour sa part l'idée d'une telle commémoration. Il félicite le travail du comité d'organisation et annonce le projet que caresse le gouvernement pour le site. Je voudrais vous réitérer l'engagement du gouvernement à développer en ces lieux l'ambitieux projet de réhabilitation du complexe palatial, de même que la construction du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Sans oublier une arène culturelle, lieu d'expression de toute la mosaïque de pratiques culturelles dont regorge le plateau d'Abomey en général. C'est un patrimoine qui ne vous appartient plus. C'est un patrimoine qui m'appartient. C'est un patrimoine qui appartient au Bénin. C'est un patrimoine qui appartient au monde. Il a pris un arrêté pour mettre en place un comité de gestion du site chargé de rédiger un nouveau plan de gestion avant janvier 2020. Quand les cœurs sont unis, la culture peut fleurir. C'est autour de ce thème que se célèbre pendant une dizaine de jours la mémoire d'un des plus grands rois que le Dahomey ait connu. La troisième cohorte de bacheliers boursiers de la Mastercard Foundation a été accueillie dans l'après-midi du lundi à l'université d'Abomey-Calavi. Les nouveaux boursiers ont reçu l'injonction de demeurer les meilleurs dans leurs filières respectives pour pouvoir impacter positivement leur communauté. Ghislain Boguet pour le reportage. Une nouvelle cohorte accueillie dans le monde universitaire au Bénin.
la cohorte de nouveaux bacheliers sélectionnés pour la bourse Mastercard. Ils sont 62 à bénéficier pour leurs études universitaires de frais de formation, d'ordinateurs portables, d'allocations mensuelles de subsistance, de frais didactiques, d'assurance maladie et d'hébergement. La nouvelle cohorte nous donne plus de chances de réfléchir à la problématique de l'emploi des jeunes. Vous avez dit ici que nous ne devons pas former des apprenants qui vont, à la fin de leur formation, chercher à ne pas en finir un emploi, mais ce seront des étudiants, des apprenants formés clé à la main avec des emplois garantis. Ces nouveaux boursiers sont inscrits dans une formation de licence au sein des établissements partenaires du programme à l'université d'Abomey-Calavi. À vous, chers boursiers, vous devez vous engager à continuer à exceller dans le travail et à produire des résultats toujours impressionnants. Vous avez été sélectionné parce que vous êtes brillant et la seule exigence du programme, c'est que vous restiez excellent. Conseil de recteurs et d'enseignants des universités bien reçus par les destinataires. Nous promettons d'être des exemples dans notre entourage et de mettre nos connaissances au profit de nos communautés pour leur développement. Le programme de bourse de la Mastercard Foundation vient accompagner l'action du gouvernement béninois. Il vient nous permettre d'étendre notre action à une partie de la population du Bénin qui a semblé parfois échapper aux mécanismes sociaux d'intégration de ces personnes vulnérables au système universitaire de notre pays. À cette cérémonie officielle d'accueil, les boursiers majeurs de promotion ont été primés. Le football à l'école, un projet porté par le Bénin et soutenu par la FIFA sera bientôt une réalité. Une séance de travail tripartite a eu lieu dans ce sens entre une délégation de la FIFA, le ministère des Sports et les partenaires techniques et financiers. Le point de la séance, c'est avec François Zinsou et Emman Rodrigue-Amégan. 10 janvier 2019, Gianni Infantino, président de la FIFA, est en visite au Bénin. Des accords sont signés, des partenariats annoncés. 11 mois plus tard, cette délégation de la FIFA est à Cotonou pour mettre en œuvre le volet football à l'école, un projet dont le Bénin est porteur et qui se retrouvait aussi dans les petits papiers de l'instance fêtière du football mondial. On était un petit peu en retard parce que le ministre des Sports fait déjà ici, c'est impressionnant. Et puis ça nous a encouragé de le faire. Vraiment, il nous a présenté le projet de football, de sport, pas de football, de sport au Bénin. C'est très très impressionnant. Et puis ça nous a encouragé vraiment d'utiliser, de lancer ces projets ensemble avec le gouvernement béninois. On a parlé de la mise en œuvre de cette convention. La FIFA, partenaire principal du projet autour duquel viennent se greffer la Fédération française de football et l'Agence française de développement. Le football à l'école, le Bénin y tient. Ce qui a été dit, c'est que par rapport à la FIFA, dans un premier temps, la FIFA nous accompagne en termes d'équipement, en termes de réfection des surfaces sportives, ce qui correspond à notre programme d'aménagement sommaire des sites pour mettre à disposition des infrastructures adéquates pour la pratique du sport pour nos lycées et collèges, ce que nous avons appelé les infrastructures de proximité, au-delà du programme des stades qui est déjà en cours sur financement du budget national. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la FDI qui travaille déjà avec le Bénin vient autour de la table en disant « Nous nous engageons dans le programme et nous envisageons avec vous à terme la possibilité de contribuer au financement ». La prochaine étape, c'est que, à l'invitation du président de la FIFA, je vais me rendre à Zurich pour signer l'accord spécifique. Et ceci se passe au mois de janvier 2020. Et à la suite de cet accord, la FIFA rentrera de plein pied dans le programme de façon opérationnelle avec l'AFD et avec la Fédération française de football pour prendre en main le volet formation des encadreurs et formation des formateurs des 10 encadreurs. Football à l'école, c'est l'éducation à la pratique du sport roi et à ses valeurs. Au-delà du jeu, l'esprit préoccupe aussi.
Et les émissaires de la FIFA sont descendus sur le terrain pour constater le bon déroulement du programme des classes sportives du Bénin, un projet qui va recevoir très prochainement un appui logistique et financier de l'instance fêtière du football mondial. Michel Legbe et Rodrigue Eman Amégan pour le reportage. Oui, allez, c'est bon. Les consignes des encadreurs respectées à la lettre avec un enthousiasme fort prononcé. Sur les bords de la pelouse du stade René Pleven, des invités prestigieux. Le ministre des Sports, Osvaldo Meki, les émissaires de la FIFA pour le projet Football for Schools et les différents partenaires. Ici, discussion, explication et persuasion sont mises à contribution pour démontrer l'existant des entrailles duquel est né un partenariat au profit de jeunes gens, apprentis footballeurs, viviers de l'avenir. La première bonne nouvelle, c'est que désormais, pour la formation de vos coachs, pour qu'ils aient encore un meilleur niveau pour pouvoir mieux vous former, la Fédération française de football, par sa direction technique nationale, va nous accompagner. Nous recevons désormais l'accompagnement de la FIFA et de l'AFD pour améliorer tous les terrains, les aménager au moins de façon sommaire pour que les terrains puissent être bien praticables et permettre à vous tous, nos jeunes enfants, de bien pratiquer le football, de bien vous préparer, de bien vous former pour devenir des grands joueurs. Air innocent, ils ne jurent que pour et par le foot. Les voici, pionniers d'un projet qui va au fil du temps investir les autres pays du continent. On est fiers de ce que vous faites. Vous allez donner l'exemple. Grâce à ces projets, tous les pays d'Afrique vont bénéficier de ces projets. Donc nous comptons sur vous. Et nous sommes fiers de ce que vous faites. Continuez, vous faites les plus beaux métiers du monde. Merci beaucoup. Après le stade René Pleven, la délégation s'est rendue sur le terrain de sport du CEG Gbegama. Chemise, manches retroussées, casquette, lunettes de soleil, Osvaldo Meki, défenseur de ces classes sportives, prend une fois encore les devants. Les différents ateliers se déroulent avec les moyens du bord. La détermination des uns et des autres séduit la mission de la FIFA. Quand le gouvernement prend en charge les entraîneurs, ça c'est une chance inouïe, pas seulement pour la FBF, mais pour aussi la FIFA. Donc ce que le gouvernement et la fédération est en train de faire ici, il n'y a pas de mots. Merci, et puis c'est fantastique. Un goût de satisfaction qui va sans doute transparaître dans le rapport à déposer au président de la FIFA. Un grand coup de pouce à un foot béninois qui ambitionne de se bâtir sur la formation. Madrid est depuis ce lundi la capitale des négociations sur le changement climatique. Cette 25e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies a pour enjeu l'application de l'article 6 de l'accord de Paris qui recommande de taxer le carbone pour réduire les émissions à effet de gaz à effet de serre. William Choki pour le reportage. Ils sont en colère pour mesurer l'engagement des États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Après le renoncement de Chili en octobre dernier, l'Espagne accueille la COP25 et Madrid, sa capitale, porte une autre casquette, la capitale mondiale de lutte contre le changement climatique. 2 semaines de nouvelles négociations pour enfin faire entendre raison les pays du Nord, grands pollueurs de l'humanité. La COP25 a aussi pour objectif atteindre l'application de l'article 6 de l'accord de Paris. Il demande de mettre un prix sur le carbone, d'arrêter les subventions sur les combustibles fossiles, d'arrêter aussi la construction de centrales au charbon d'ici 2020. Pour la France, cela passe à la fois par un changement de méthode et par quelques décisions au fond. Le changement de méthode a consisté à considérer qu'il n'appartenait pas seulement au gouvernement de fixer les objectifs, mais bien de faire en sorte que l'ensemble des concitoyens soient amenés à partager
cette définition des objectifs. À cet effet, le secrétaire général des Nations Unies invite les pays du monde et leurs dirigeants à une plus grande volonté politique. La COP25, la dernière avant 2020, l'année de la mise en application de l'accord de Paris, mais quand on jette un coup d'œil sur le rétroviseur, les pays les plus responsables du dérèglement climatique n'ont pu augmenter leur objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Terminus, c'est fini pour ce 20h. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi.